Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Passons à table, le podcast qui vous présente des membres de la communauté WordPress. Alors aujourd'hui, dans l'épisode 21, j'accueille Julien Gimnez qui va nous parler de contenu dupliqué, entre autres, et donc au sens un peu plus large de référencement. Donc, salut Julien, merci de ta présence. Merci à toi, salut Alexandre. Salut à tous ceux qui nous écoutent. Pour une petite présentation, donc moi je fais partie de l'agence Corleone Biz que j'ai montée moi-même. Aujourd'hui on est 6 personnes et puis on fait tout ce qui est référencement naturel, on-site et off-site. Donc on-site, tout ce qui est audit de site, reco, préco, contenu, donc tout ce qui est sémantique, etc. Et off-site, tout ce qui est acquisition de liens, popularité, création de buzz, etc. Ok, d'accord. Donc, agence de référencement, quoi. Ouais, on était deux jusqu'à il y a 8 mois, 9 mois, je crois. Donc, je me définissais comme consultant. Puis on a eu un troisième salarié, donc là ça commençait à faire un peu plus gros, quatrième, cinquième, sixième. Et là, donc on se définit plus comme consultant, mais comme agence, pour englober toutes les personnes qui travaillent avec nous, tout simplement. Ok, d'accord. Et donc, ouais, juste avant de réaliser l'interview, là, tu me disais que tu gérais pas mal de sites sous WordPress. Je crois que c'est un nombre assez impressionnant. Sur WordPress, je ne saurais pas le dire, mais on parle plus du millier, ouais. Ouais, ouais. Tu m'avais dit 1500 sites la dernière fois, je crois. Ouais, ça doit être. On a 5000 sites à l'agence. Euh, Ça doit être entre 1000 et 2000. Je ne saurais pas le chiffre exact, mais Ouais, ok. on est dans ces zones-là. Ok, donc voilà, tu touches du WordPress régulièrement, quoi. Ouais, je connais WordPress assez bien, logiquement. D'une façon SEO, je ne suis pas développeur, contrairement à des personnes que tu as pu interviewer avant. Ouais. Euh, Moi, je le touche de façon SEO, c'est-à-dire que la structure WordPress, l'optimiser SEO et l'indexation du moteur, etc., quoi. Ok, et ben, je pense que dans un premier temps, on pourrait peut-être parler un petit peu de ça et nous dire qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu trouves intéressant, moins intéressant à ce niveau-là? Ce que j'en pense déjà du CMS, parce que bon, euh, il y a beaucoup de débats entre les SEO, WordPress et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais, est-ce que c'est, etc. Je dirais qu'un CMS, c'est une facilité. À partir de là, c'est comme si tu donnes une Porsche à quelqu'un, soit il sait la conduire et il la conduit correctement, soit il ne sait pas la conduire et il va la conduire pas correctement. Donc, le CMS étant en fait un objet, cet objet-là est de qualité au départ. Par contre, il n'est pas fait pour du SEO. Les mecs qui touchent WordPress en développement, qui te disent que WordPress est optimisé SEO de base, attention, il n'est pas fait pour le SEO. Ce que j'en pense du bien, puisque il y a une communauté, il y a des thèmes, il y a des plugins, il y a une réactivité. Et à l'inverse, j'en pense du mal, puisque c'est ce que disait Julio dans un podcast à toi, plus un système est utilisé, plus il est vulnérable. Et du coup, forcément, hack des WordPress, etc. Je pourrais déjà donner aussi deux, trois trucs que nous, on utilise pour ce genre de choses quand tu as énormément de sites. Mhm. Et ou sinon, du positif quand tu as mis les mains dedans et que tu l'as sorti comme toi, tu le souhaites, quoi. Ok. Ouais, donc il faut, dès que vous lancez un site, vous retravaillez des choses, vous modifiez pas mal de. En fait, nous, c'est encore pire, c'est que j'ai créé mon WordPress. C'est-à-dire que je suis parti du cœur de WordPress de la 1, d'une des dernières versions. Je l'ai remodulé et quand je sors un site, en fait, j'upload mon zip à moi et pas le zip WordPress de base. Avec en fait un sous-thème. Quand j'utilise un nouveau thème, en fait, j'utilise toujours un sous-thème d'un thème qui lui peut être mis à jour. Mais mon thème à moi n'est jamais mis à jour. Et du coup, il n'y a aucun problème de changement entre les versions. Mhm. Donc là, c'est une petite astuce. Quand tu crées un thème enfant, en fait, celui-là n'a pas besoin d'être mis à jour. Mhm. Donc, du coup, quand j'upload mon zip, c'est la version de WordPress est pas à jour. Quand je le lance, je le mets à jour, mais mon thème et mes plugins, etc., restent en place, quoi. Ok, du coup, ouais, vous avez développé votre propre thème, on va dire, puis votre propre install, tout comme ça, et ça évite de refaire les manips à chaque fois que vous installez un site, quoi.
Bah, en fait, quand tu montes un site WordPress par jour, c'est bien. Là, nous, il y a 4 mois, on montait 150 WordPress par jour. Donc, à un moment donné, si tu veux, soit tu automatises des choses, donc dont l'install avec le WP Option, euh, soit tu restes manuellement et c'est une galère sans fin. Ouais, Euh, c'est clair. c'est pas dû à WordPress, c'est dû à tout type d'action que tu dois faire répétitive. Et du coup, nous, on a effectivement créé un WP Option plus ou moins automatique avec notre propre thème et la variante de certains modules qu'on a modulés, quoi. Ok, ok, super. Alors du coup, bah, tu parlais tout à l'heure de petites astuces que tu pourrais donner. Est-ce que tu en as d'autres à part le fait d'essayer d'automatiser un petit peu ces Bah, tâches? au niveau de la sécurité, en fait, c'est surtout ça. Euh, Ouais. Enfin, le basique, quand tu as énormément de sites, c'est le XML RPC, je pense. Bon, bah, pas le laisser ouvert. Et la deuxième chose, en fait, c'est au-delà du mot de passe de l'admin, mettre un HT password en plus en double protection. Et nous, ça nous a évité énormément de problèmes. Euh, Parce que s'ils essaient de passer par l'admin, déjà, il y a une première sécurité, puis après, tu as la deuxième sécurité. Donc, c'est vraiment, nous, sur notre propre réseau, j'utilise vraiment ces deux actions-là. Et, et on n'a pas souvent de hack, quoi. Ouais, Quand ok. ça hack, c'est ce que disait Julio, ça passe par les plugins. Mhm. Ok, bah donc ouais, si vous êtes curieux de savoir comment protéger son admin, là, je vous conseille de regarder l'article sur le HT Access. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Ça explique comment faire pour faire la protection du par mot de passe, enfin d'un second mot de passe pour l'admin. Alors du coup, bah, je pense qu'on va pouvoir attaquer dans le référencement et plus particulièrement le duplicate content, donc le contenu dupliqué. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est et puis quels sont les dangers, on va dire, du contenu dupliqué? Bah, en fait, il y a deux types de duplicates. On va dire que le premier type est en on-site, c'est-à-dire que tu as un texte en fait sur une page qui va se retrouver dupliqué sur une autre page. Ça, c'est la version en fait basique. Mais ce texte-là peut se retrouver aussi sur une catégorie, sur une page tag, sur une page archive, sur des enfin, 5, 6, 7 templates de base différents de WordPress. Mhm. Donc ça, c'est le duplicate interne. Ensuite, on a le duplicate externe, c'est-à-dire qu'un site qui aime bien ton article, par exemple du HT Access qu'on parlait d'avant, va reprendre une partie du texte ou tout le texte et l'utiliser sur son site. Donc, soit de façon intentionnelle, c'est-à-dire il ne l'a pas fait exprès et il veut vraiment donner l'information et la trouver pertinente. Dans ce cas-là, tu t'arranges avec lui. Soit de façon, par contre, là, fait exprès et du coup, il prend ton contenu, il l'utilise de façon en fait à se positionner à ta place. Et ça, c'est ce qu'on appelle le contenu externe. Donc, on a ces deux types. Le danger, il est très simple. Google est basé sur un algorithme qui est sur la popularité à la base, donc les liens. En deuxième vient en fait le contenu. En deuxième ou en premier, suivant les personnes que tu auras en face de toi, le contenu et le SEO et le contenu plus les liens égale le SEO. Ou l'inverse, ou les liens plus le contenu. On va dire que c'est ces deux volets qui font que tu rentres ou tu ne rentres pas. Donc, quand tu as du contenu dupliqué, déjà, tu te tires une balle dans le pied. Si c'est interne, c'est-à-dire que c'est toi qui crée le problème, et là, c'est moins grave, c'est-à-dire que tu peux le corriger assez facilement. Quand c'est externe, ça devient plus difficile, c'est-à-dire que soit il va falloir pouvoir contacter les webmasters, soit il va falloir être intelligent, et c'est-à-dire que donner un contenu en fait différent à l'IP qui vient te scraper, ce qu'on appelle un scrap pour ceux qui nous écoutent, c'est un bot ou un humain qui vient sur ton site récupérer un contenu pour le mettre sur le sien. C'est ce qu'on appelle le scrapping. Donc, il vient, il prend un contenu de 200 mots sur ton article du HT Access et il va le mettre sur le sien. C'est ce qu'on appelle donc le contenu dupliqué externe. Celui-là est beaucoup plus dangereux puisque tu ne le maîtrises pas. C'est-à-dire que il est possible que tu sois placé comment protéger son WordPress en admin première position aujourd'hui. Un mec vient te dupliquer ton article. Tu vas peut-être descendre 3, 4, 5 et au fil du temps, tu vas descendre. Si le site en face est beaucoup plus populaire que toi, tu vas forcément descendre en fait. À l'échelle d'un article, non, mais sur 10, 20, 30, Ouais. ça peut faire très mal. Voilà, vraiment, le contenu dupliqué, c'est vraiment ça.
Ouais, c'est vrai que j'ai eu le cas qui s'est posé pour un autre article du blog là. Alors là, c'était qu'un article, donc c'est vrai que c'est pas super grave, mais si le mec repompe 15, 20, 30 articles, c'est sûr que ça peut. Mais même sur un article, parce qu'au-delà du fait du SEO, il y a l'éthique. Toi, tu as passé 2 heures à écrire cet article, 3 heures, peu importe. La moindre des choses quand on fait ce genre de choses, parce que tu peux très bien citer un bout d'article de quelqu'un, c'est au moins de citer la source, et si tu cites la source, au moins de faire un lien, et si tu fais un lien, au moins de le faire en nofollow, quoi. Pour ceux qui nous écoutent encore, le dofollow étant en fait le système de lien qui dit à Google ce lien-là en fait est intéressant. Le nofollow il veut dire ce qu'il veut dire, ne suit pas ce lien, donc en fait il n'a aucune influence SEO. Ok, ouais, ouais, d'accord. Et donc, pour le contenu, on va dire dupliqué interne, qu'est-ce que tu pourrais recommander comme pratique à mettre en place pour. Bah, là sur WordPress c'est la plaie. Je veux dire, c'est en SEO c'est le problème phare de WordPress. C'est-à-dire que si tu l'utilises en façon blog, un nouvel article se trouve sur ta home, se trouve sur ta catégorie ou sur tes catégories, si tu utilises 2, 3 catégories, sur tes tags. Donc, si tu utilises un tag, ça va. Si tu en utilises 10, là, tu vois, déjà, on a déjà au moins 10 templates différents. Sur les articles, sur les archives, et puis toutes les variantes, en fait. Moi, quand je sors un site WordPress, et on a mis longtemps à créer le template en fait idéal, euh, un article qui se retrouve en home est coupé par un read more, en fait, un lire la suite. Donc, tu vas trouver 3, 4 lignes. Ensuite, dans là où les catégories, ça va être la même chose. Tu peux aussi très bien dire à Google, viens voir les catégories, mais ne les indexe pas. D'accord? C'est-à-dire que tu fais un no-index follow. D'accord? Ne les indexe pas, mais viens les voir. Donc là, il arrive sur ta catégorie. Sur ton système de tag, c'est pareil. Sur ton système d'archives, c'est pareil. Et à partir de là, quand tu as fait ce système-là, tu dis qu'en fait, tes articles prioritaires, enfin, tes templates prioritaires sont les articles et les pages, d'accord? Et ta home, à partir de là, le reste ne sert à rien, en fait. À part pousser, en fait, en interne ton jus, etc. Mais ça, c'est un autre problème. De base, pour le SEO, nous, on utilise WordPress en une page en homepage avec des articles de blog, une page article et éventuellement une page pour les pages bio, mention légale, etc. Quand tu as compris ça, tu enlèves 70-80% du problème WordPress. Tout simplement parce que tu ne dupliques plus ton contenu. Si tu dis à Google, viens voir la catégorie mais ne l'indexe pas, ça ne sera pas considéré comme du duplicate. Ou alors, tu peux carrément le dire, ne viens pas la voir et ne l'indexe pas. Et dans ce cas-là, seulement les articles en home sont vus par Google et ensuite, cliquez dessus et en sous-article des articles, il va aller découvrir les autres articles. Comme le disait Daniel, le fait de faire une page plan du site, si tu offusques en fait tes catégories, tes tags, tes archives, le fait de faire une fiche plan du site, Google, à un clic de la home, peut aller voir toutes les pages potentielles de ton site. Et du coup, tu évites le gros problème de WordPress qui est la duplication interne. Ok. D'ailleurs, oui, c'est quelque chose que j'ai mis en place suite à l'interview de Daniel. Donc, c'est l'épisode 15, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc, je n'ai pas encore mesuré d'amélioration, mais c'est vrai Tu que. disais, le fait de faire un plan du site, ça ne va pas améliorer ton positionnement. Logiquement, ça ne l'améliorera pas. Par contre, ça va améliorer ton indexation. Et ton indexation, en fait, va, elle, améliorer ton SEO. Comment fonctionne Google? Euh, Google crawl des milliards de sites par jour. Crawler, ça veut dire il vient sur ton site, il le regarde, ensuite il l'indexe. Donc il crawl des milliards de sites par jour. Euh, Pendant ce temps-là, on va dire qu'il alloue 5 minutes à ton site. Dans ces 5 minutes-là, soit il peut découvrir 1000 pages, d'accord, soit il peut en découvrir 100, mais s'il en découvre 1000, il faut qu'il soit sûr de découvrir des pages utiles. Ce qu'on appelle utiles, c'est des pages qui vont se positionner, recevoir des visites depuis Google. Il faut mieux qu'il en découvre 200, mais 200 qui soient utiles plutôt que 1000 qui soient inutiles. Donc, en fait, le fait de faire ce plan du site, tu vas pouvoir mettre dedans que les articles ou les pages sur lesquels tu as de la puissance et sur lesquels tu veux ranker. Google va pouvoir venir les voir le plus souvent possible avec ce fameux plan du site et les indexer, enfin, revenir les voir le plus souvent possible. Et ce qui veut dire que plus il va venir voir une page,
plus elle a le potentiel de ranker. Une page qui est dans le cache Google depuis 20 jours, 30 jours, un mois, elle a beaucoup moins de chances d'être bien placée qu'une page qui est crawlée tous les 2 jours. C'est de la logique en fait. Il faut juste se dire qu'à l'échelle du web, notre site X est en fait peanut. Donc peanut, ça veut dire que donnons la chance au maximum à notre site. Et donc un plan du site, ça prend un plugin. Je crois qu'il y a un plugin qui s'appelle Sitemap, je ne sais plus quoi, ou il y en a même un français qui s'appelle Plan du site. Ça prend 20 minutes de sa vie. Ça crée une arborescence à notre site internet. On l'interlie depuis les pages qu'on souhaite. Et puis, tu peux le faire découvrir à Google assez facilement. C'est clair en plus. Je pense que je ferai un petit tuto sur ce plugin. C'est vraiment super simple à mettre en place. Il est très simple. Et puis, tu peux offusquer des catégories, des pages. Tu peux dire, je ne veux pas la page mention légale dedans. Je ne veux pas telle ou telle catégorie ou toutes les catégories. Et c'est ce que disait en fait Daniel dans le podcast. Ça n'influe pas sur le SEO, mais ça influe sur l'indexation. Et en fait, le fait d'influer sur l'indexation, forcément, tu vas influer sur ton SEO. Et la dernière chose que ce plugin fait, enfin ce ou ces plugins, c'est quand tu mets à jour un article, c'est-à-dire que un article que tu as créé il y a 1 an, en fait, et que tu remets à jour et que tu changes la date, ou tu l'édites, en fait, cet article-là est dans la page 27 de ton blog. Si tu le mets dans ton plan du site, Google va pouvoir revenir le voir beaucoup plus rapidement que si tu ne l'avais pas mis. Et le revoir veut dire repasser la date du cache le plus rapidement possible, etc. Voilà comment ça fonctionne en fait. Ouais, puis du coup, je pense pas me tromper en disant que plus des articles ou des pages sont actualisées régulièrement, et en plus, si déjà, avant, c'est déjà des pages de qualité, si Google voit qu'elles sont mises à jour, il les poussera sûrement plus. En fait, ça va dépendre de la typologie de ta requête. Sur comment protéger une admin WordPress, en fait, ton article, il n'a pas à être mis à jour, ou alors très rarement. Par contre, sur comment savoir si je suis enceinte, là où tu vas avoir des typologies en fait de cercles de forums, il va y avoir un article aujourd'hui, un demain, un après-demain, un dans 2 heures. Et là, en fait, effectivement, plus ta page est mise à jour et donc qu'il y ait des réponses ou des éditions, plus elle a le potentiel de ranker, c'est évident. Il y a si tu es dans la mutuelle, en fait, sur ton site, qu'est-ce que tu vas en fait, à part ajouter du nouveau contenu, mais une page qui rank sur mutuelle, tu ne vas pas venir l'éditer tous les jours. Elle n'a aucun intérêt à être éditée, en fait. Ok, ouais. Oui, en fait, il faut tout simplement se faire du contenu pour l'utilisateur, et si c'est pertinent de l'actualiser, on l'actualise, et puis… Ouais. Une toute petite astuce comme ça, je ne dis pas que ça va changer votre vie, changer votre SEO, etc. Mais si on se dit plus une page est actualisée, plus il est facile de la faire ranker. Quelle est l'action simple pour faire un changement sur une page? Eh bien, tout simplement, en fait, d'ajouter la date du jour sur vos pages. Et en fait, le fait d'ajouter ta date du jour, tous les jours, ta page change. Tu peux très bien ajouter les fêtes du jour. Tu peux très bien mettre en fait dans le footer les années, etc. et les mois. Et en fait, tes pages, des micro-changements font que elles sont éditées et donc potentiellement elles vont venir dans l'index de Google plus rapidement. Enfin, se renouveler. Ok, donc même des petits changements comme ça. Ouais. Je ne dis pas que ça va changer votre vie, mais c'est un plus, un détail plus un détail plus un détail qui fera que le plan du site est un détail. Cette astuce est un détail. Un sitemap.xml est un détail. Et ces détails entre eux, en fait, font que tu vas optimiser cette indexation. Mais les choses prioritaires, par exemple sur le contenu dupliqué, si je dois noter sur 10, c'est 9 sur 10, quoi. En interne du site. Ouais, ok. Pas bien, hein. Et du coup, en fait, ouais, c'est un petit peu pour donner une image. Pour ceux qui connaissent Photoshop, c'est un montage photo. On rajoute un calque avec une petite modif, etc. Et on empile. Après, on a un truc vraiment super. En fait, pour utiliser ton exemple, tu prends une star en fait sans maquillage, tu la passes sur Photoshop, elle sort nickel. C'est pareil en fait, parce qu'elle a eu un détail, et elle sort nickel parce qu'en fait, elle a tous les détails qu'il faut. Ouais, c'est ça. Finalement, c'est à peu près la même chose. Bon, sauf qu'il y a un facteur chance et un facteur aléatoire parce que tu peux écrire toi en tant qu'humain, avoir ton avis sur un sujet, sur comment créer une admin sécurisée WordPress et avoir oublié des trucs, etc. Daniel disait dans son podcast, faire le sujet le meilleur possible, traiter le sujet de toutes les manières, etc.
Mais il y a peut-être une manière de protéger son admin WordPress qu'on ne connaît pas, qui va sortir demain. Donc, l'éditer, c'est mieux. Et venir ajouter l'information. Et là, on rentre dans effectivement un contenu qui est pertinent et pour l'utilisateur et pour le bot. Ok. Nous, on Donc, travaille pour le bot. On travaille pour l'utilisateur. Enfin, moi, je travaille pour le bot dans le but que nos sites soient découverts par les utilisateurs. ouais. C'est vrai, moi je vois plus les trucs dans le sens inverse, Oui, mais en c'est mettant, normal. en faisant pour l'utilisateur et après, de Mm. fil en aiguille, le bot va suivre, En mais fait, après, c'est un cercle vertueux, quoi. oui, parce que si tu fais quelque chose de sympa pour l'utilisateur, forcément, le bot va suivre, en fait. Sauf que faire un truc sympa sur un plombier Paris, c'est beaucoup plus compliqué que sur comment protéger une ligne de WordPress. Voilà, c'est pas pareil. Ça dépend de ta thématique, en Voilà, fait. ça dépend en fait vraiment ce que tu souhaites faire. Est-ce que c'est un site à petit budget? Est-ce que c'est ce qu'on appelle un MFA, Mad for AdSense en fait, ou MFT comme dirait Raph SEO, Mad for Traffic en fait, ou alors c'est un site quali, un money site et là tu vas donner de la passion, du cœur, l'édito, etc. Si tu fais un site par exemple sur recette du gâteau au chocolat moelleux, très très petit, une page de 1500 pages, tu vas faire de la quali. Si tu fais en fait, tu vas pas forcément faire de la quali, pardon. Tu vas faire une monopage. La recette du gâteau au chocolat, elle est pas non plus. Par contre, si tu es un site de recettes de cuisine où tu vas parler de plusieurs recettes de chocolat, de gâteau au chocolat, là, tu vas commencer à faire de la qualité. C'est simplement quelle est la typologie, quel est le besoin de mon site internet. Quand tu lances 1500 sites WordPress, c'est pas forcément pour faire des sites super quali, etc. Faut pas se le cacher. Ok, ouais. Alors, du coup, bah, qu'est-ce que tu pourrais conseiller, on va dire, à des gens qui débutent? Alors, je sais pas, parce qu'après, en fait, il y a plusieurs profils, quoi. Il y a des blogueurs, mais il y a aussi des gens qui créent des sites vitrines d'entreprises ou d'associations. Euh, Après, tout le monde n'a pas forcément le temps de rédiger du contenu sur un blog pour son site pro Hmm. ou associatif. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme... En fait, il y a deux choses. Soit tu as le temps, d'accord, et tu vas pouvoir rédiger ce contenu, mais est-ce que le temps que tu vas passer à rédiger ce contenu, tu ne ferais pas mieux de payer quelqu'un pour le faire? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ça va revenir au même truc, si tu n'es pas expert dans la recette de gâteau au chocolat, comment veux-tu écrire en fait un article pertinent dessus? À part te documenter, passer du recherche, et tu vas passer du temps. Ce temps-là, en fait, tu pourrais faire d'autres choses et gagner de l'argent autre part. Donc, moi, je préfère dire, je ne suis pas expert dans la plomberie Paris, par exemple. Je vais passer pour un rédacteur qui, lui, va faire les recherches, va prendre du temps, etc. Je préfère le payer et moi, pendant ce temps-là, faire du SEO. Après, au niveau astuces, etc., je veux dire, il y a plein de guides sur Internet, comment écrire un article, etc. C'est vraiment quel est son choix. Soit j'ai le temps, soit j'ai l'argent, soit j'ai un peu des deux et je veux devenir en fait plus costaud dans mon domaine. Donc, je vais faire des recherches, faire des articles, etc. Si je prends ton exemple, ça serait absurde en fait que tu ne fasses pas tes articles WordPress. Voilà. Si par contre, à l'inverse, je fais un site de tutoriel sur des thèmes WordPress, il peut y avoir 25 experts de thèmes WordPress qui là, agissent en même temps. Mais sur ton site internet, à part des articles invités ou des tutos invités, etc., ça serait absurde que tu sous-traites en fait cette partie-là. Mais tu peux très bien acheter un tutoriel sur un plugin à un mec et le remoduler, etc. Mais Mhm. par contre, si là, maintenant, tu as un guide sur comment voyager en Italie, tu n'es pas allé à Rome, tu n'es pas allé à Venise, etc. Donc, il faut peut-être mieux passer par une nana ou un mec qui, lui, va faire ces recherches-là, va passer 1 heure, 2 heures à faire ces recherches-là, pondre l'article correctement. Toi, tu vas peut-être donner le travail d'orfèvre à la fin. Et au final, en fait, tu as gagné du temps, mais tu as dépensé un peu d'argent. Mais est-ce que ce temps-là ne t'a pas fait gagner plus d'argent que tu en as dépensé? Enfin, en tout cas, c'est ma vision. Moi, c'est tout ce que je ne sais pas faire parfaitement ou ce que je mettrais plus de temps à faire en fait qu'à dépenser en argent, alors je vais le sous-traiter ou passer par nos salariés. Par exemple, en rédaction, on a deux salariés en fait à l'agence. D'ailleurs, pas mal de SEO passent par nous pour la rédaction. Du coup, ce besoin-là, je l'ai.
on a pris une personne en interne pour le faire. Je ne vais pas faire toute la journée des descriptions de sites ou des guides, etc. Malgré que ça soit un travail en fait qui est hyper pertinent, de qualité, etc. Nous, on a une nana chez nous, Oriane, elle fait du travail qui est monstrueux. Et je respecte énormément ça parce qu'il faut écrire tous les jours. Sur un C'est sujet pas de la facile, hein. plomberie, du code promo, Skype, comment faire une présentation avec PowerPoint. Il faut respecter ça parce que c'est un travail qui est monstrueux, quoi. Ouais, la rédaction, c'est pas facile, hein, de pouvoir bien agencer les idées. C'est un métier, j'ai envie de dire, c'est un vrai métier. Créer des plans, créer des sommaires. Quand on demande du SEO, c'est-à-dire placer certains mots-clés au bon endroit, pour moi, c'est un métier à part entière. Et encore plus rédactrice web, où là, on leur demande en fait d'être pointu sur la balisage de je veux ces termes connexes. Dans ton troisième paragraphe, je veux telle occurrence. C'est un vrai métier en fait. Autant il y a 5-6 ans, on pouvait se permettre de dire on écrit un petit peu comme on veut, etc. Autant aujourd'hui, on est à l'ère en fait de la mode du sémantique, de la sémantique, etc. Écrire, c'est un vrai métier aujourd'hui. Quand tu es expert dans ton domaine, écrire sur un plugin WordPress, c'est facile. Quand tu dois écrire sur 10 sujets différents toute la journée, c'est beaucoup moins facile. Oui, c'est clair. Si tu dois passer, comme tu disais, des recettes de gâteaux, après, je sais pas, installer un plugin WordPress et après voyager Installer en une Italie, chaudière, comme tu disais, une chaudière. à la fin de la journée, tu vas avoir une tête comme ça, quoi. Non, non, c'est pour ça que je dis je respecte beaucoup ce travail-là parce que c'est ce qui nous permet à nous, SEO, de faire ranker un site. Un site qui n'est pas bon au niveau sémantique, contenu, etc., ne rankera jamais. Un site qui n'a pas de lien ne rankera pas. Un site qui a un bon contenu et qui a des bons liens, c'est la recette magique en fait. Donc le conseil pour répondre à ta question, c'est soit de se documenter parfaitement sur le sujet et comme disait Daniel, de faire l'article le plus parfait possible, soit se dire que pendant ces 2 heures-là que je vais faire mes recherches et mon article, je peux faire autre chose et dans ce cas-là, je vais le sous-traiter à une agence ou une rédactrice en direct, etc., quoi. Ok. Donc là, on a parlé du contenu et Dernière chose, justement pour finir avec le contenu dupliqué, puisqu'on est dans le thème, quand vous commandez des articles à un rédacteur ou une rédactrice ou une plateforme ou peu importe, checkez toujours le contenu dupliqué. Il est très facile en fait sur 2000 mots de se dire bon tiens je vais prendre 100 mots ici et le client ne va pas le voir. Et vu qu'en intro tu m'as demandé en fait quels sont les tools qui sont capables de faire ça, ça fait une belle transition je trouve. Il y a 3 tools sur le marché en fait qui fonctionnent. Le premier c'est Copyscape. C'est-à-dire que tu vas prendre un bloc de texte, tu vas le coller dedans, il va te dire en fait la proportion de contenu dupliqué et éventuellement en fait quelle page le fait. Bien sûr, c'est une version freemium. Après, tu dois payer pour avoir une version premium. Il y a positeo.com qui le fait aussi de la même façon. Et là, il y a un outil qui va sortir dans 5-6 jours. Je dirais 10 jours pour être large, de mon pote en fait, Paul Sanchez, qui est Tiger SEO assez connu en France, qui fait un tool en fait sur la duplication de contenu avec des alertes même. C'est-à-dire que tu vas rentrer un article en fait dedans, il va pouvoir te sortir une alerte quand tu te le fais dupliquer, etc. Parce qu'un article est pas voué à être dupliqué dans la minute, à part pour des méthodes de négative SEO. Mais en fait, il est dupliqué quand il fonctionne. ouais, Ou pour du blast ou pour du scrapping, etc. Mais à la base, il n'est pas voué pour être dupliqué au départ. Donc ça, c'est vraiment les 3 tools qui marchent aujourd'hui. Le troisième étant un pote, et pour l'avoir en fait testé et vu en avant-première, je pense que ça sera le meilleur sur le marché français. ouais, parce qu'en fait, les 2 premiers outils que tu nous as cités, en fait, tu testes, mais c'est en one shot, quoi. C'est juste à Ouais. l'instant T, tu vois si il y a du contenu dupliqué, tandis que l'autre, en gros, tu vas rentrer peut-être ton site et ça Tu va. vas rentrer ton site ou tes pages, en fait, ça tout Ouais. dépend en fait le nombre de crédits que tu prendras. Soit tu as un site de 100 pages et en fait tu as 100 crédits, par exemple. Soit tu as en fait 10 pages et tu as 10 crédits. Et l'avantage de ce tool-là, et ce que je trouve intelligent, c'est qu'il a pensé en fait aux personnes qui prennent 20 crédits et qui ont 20 pages. Tu vas checker ce duplicate-là et en fait finalement, tu es bloqué dans les autres tools. Là, en fait, tu peux supprimer ces pages-là et en mettre 20 nouvelles. C'est super intelligent.
Ok. Et du coup, franchement, ce sera le meilleur outil sur le marché français. Et puis du coup, ça va seulement checker à intervalles réguliers des pages sur le. Tu peux mettre en fait des alertes, check-les tous les 7 jours, tous les 10 jours. Il va être content, je fais la vente de son plugin. Ah oui, voilà. En Mais, fait, c'est un peu comme un outil de suivi de positionnement, sauf que c'est un outil mais de pour le suivi. duplicate, ouais. Ok, super. Et du coup, c'est quoi le nom? Je sais plus si tu me l'as donné. Je connais pas le nom. Ah Je ok. l'ai testé en fait en avant-première, mais je n'ai pas le nom enfin le nom final parce il avait un premier nom qu'il a changé. Donc je ne D'accord. saurais pas le dire. En tout cas, c'est un tool de Tiger SEO sur Twitter, en base Tiger SEO, Paul Sanchez. Voilà. Je Ok, pense qu'il va ça sortir marche. dans la dizaine de jours qui arrivent, quoi. Bah, je mettrai le lien en dessous de toute façon d'ici à ce que le podcast soit publié, ça devrait être sorti. Ouais, voilà. Et, et du coup, alors, donc, on parlait du contenu et donc il y a aussi les liens. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des liens? Alors, on peut parler des encres, on peut parler de pas mal de choses. Est-ce que tu peux faire un petit topo déjà là-dessus pour les gens vraiment qui ne connaîtraient pas grand-chose? Mhm. Bon, en fait, la base du web est basée sur les liens. La base de Google est basée sur les liens. En fait, comment Google fonctionne à la base, c'est un lien, un site en fait qui a un lien est pertinent. Un site qui a 2 liens est pertinent, un site qui a 100 liens est pertinent. C'est comme dans la vraie vie, hein, tu es un humain. Si tu as 100 amis, tu es logiquement plus impactant qu'un mec qui a 10 amis. Par contre, est-ce qu'il n'est pas plus impactant d'avoir un mec qui a en fait en connaissance proche Nicolas Sarkozy et Obama? C'est quand même beaucoup plus impactant qu'un mec qui a 100 amis en fait lambda. Mhm. Et en fait, le SEO, pour le résumer, c'est ça. C'est-à-dire que soit tu as 100 liens, mais 100 liens de petits sites, d'accord? Soit tu vas avoir en fait 5, 10, 20 liens, mais 5, 10, 20 liens qui vont être d'autorité forte, etc. Donc ça, c'est la base de l'algorithme, c'est-à-dire ça fonctionne en fait sur les liens. Et encore aujourd'hui, je pense que c'est pas prêt de s'arrêter, contrairement à ce que disait Daniel à la fin de son podcast. Euh, une encre, en fait, c'est quand tu fais un lien vers un site, c'est un nom de domaine.com, .fr, peu importe. L'encre, c'est quel est le mot-clé que tu vas utiliser pour faire ce lien. Si je suis dans un forum, que je donne un avis en fait sur une formation WordPress de Alexandre, je ne vais pas dire en fait j'ai fait une super formation WordPress avec Alexandre, etc. C'était génial. Je ne vais pas mettre mon lien sur formation WordPress. Il faut être réaliste. Je vais mettre mon lien sur l'encre Alexandre ou sur le nom de domaine du site. Or, il y a 2 ans encore, tous les SEO, en fait, on était un peu bourrin. C'est-à-dire que pour ranker, il faut des encres en fait optimisées. Encre optimisée étant formation WordPress. Donc, on faisait des encres optimisées. Sauf que c'était devenu tellement facile que Google a dit à un moment donné, stop, je sors un filtre en fait qui va s'appeler donc du coup Google Pingouin et en fait qui agit vraiment sur les encres des liens. Au départ, tout le monde pensait que c'était en fait sur la typologie, c'est-à-dire des annuaires, etc., des commentaires. Et en fait, il y a Kevin Richard du tool en fait SEO Observer qui a fait une étude et qui a démontré qu'en fait, c'était pas la typologie des liens qui posait souci, mais c'est l'encre en fait. Si tu veux ranker sur le mot-clé en fait formation WordPress et que tu as 10 liens, si tu en as en fait 3 optimisés sur formation WordPress, mais 7 qui sont non optimisés, c'est-à-dire nom-domaine.fr, www.nondomaine.fr, http www.nondomaine.fr et enfin site internet et cliquer ici, tu risques absolument rien. Il faut se le sortir de la tête, tu risques absolument rien. Et encore plus si ces 3 liens qui sont en fait sur formation WordPress sont entourés sémantiquement, etc. Donc, il faut vraiment se l'enlever de la tête. Google Penguin, en fait, a juste changé quel est le nombre, enfin, quel est le pourcentage d'encre optimisée qu'on peut faire par rapport à des encres non optimisées. Et donc, l'encre étant en fait la requête sur laquelle on veut se placer. Ok. Voilà aujourd'hui ce que c'est une encre. Une encre, c'est quel mot-clé on va utiliser pour manipuler l'algorithme. Soyons clairs, c'est pour manipuler l'algorithme. Ok, donc en fait, il faut juste pas être trop bourrin et pas trop quand on fait des liens donc à Oui. partir d'autres sites. Alors, je dirais qu'il y a plein de variantes différentes. La mienne, en tout cas, si on tombe en dessous de 7% d'encre optimisée, c'est ma variante à moi, hein. On risque pas grand-chose. D'autres diront qu'en dessous de 5. Voilà.
Pour être juste entre 5 et 7, très sincèrement, on risque pas grand-chose. Après, bien sûr, si tu fais du CRAD, des articles pourris, etc., du communiqué de presse comme on faisait avant avec 4 articles, non. Bien sûr que tu risques quelque chose. Mais si tu le fais assez proprement, etc., ça fonctionne et ça fonctionnera encore un moment, je pense. Ok. Et donc, bah, justement, est-ce que tu as des outils pour vérifier donc, c'est ce profil de lien, en fait, ce qu'on appelle la Oui, typologie c'est ce des qu'on liens? appelle en fait un profil de lien. Et donc, il y a deux outils phares, on va dire. Donc, il y a Majestic SEO. C'est-à-dire que tu prends ton URL, en fait, tu la jettes dedans et il va te donner en fait quels sont les sites qui font des liens vers toi et ces sites-là, quels sont les encres en fait qu'ils utilisent. C'est deux outils qui sont payants, hein. Euh, imaginez bien à l'échelle du web, crawler des milliards de sites, retourner la data, c'est normal que ce soit payant. Et le deuxième, enfin, Majestic te donne une information qui est complémentaire, qui est le trust flow et la citation de flow. On verra peut-être après ce que c'est. On va peut-être pas brusquer tout le monde. Euh, et le deuxième tool qui est en Ahref, en fait, qui est exactement le même tool que Majestic, sauf qu'il ne te donne pas cette information de CF et de TF. Et il fait exactement la même action, c'est-à-dire que tu rentres ton nom de domaine dedans, il va te sortir quels sont les référents, ce qu'on appelle un référent, c'est un site qui fait un lien vers toi, et quelle encre il utilise dans ce, dans ce lien-là. Ok. Attention aussi à ne pas bourriner en encre interne, parce que là, on parle d'off-site, c'est-à-dire des liens qui pointent de l'extérieur vers mon site. On parlait tout à l'heure de contenu dupliqué, une autre problématique du on-site. Sandrine, qui chez nous, en fait, audite les sites, le voit assez souvent, c'est-à-dire que sur toutes les pages de ton site, tu vas mettre en fait un lien avec l'encre formation WordPress vers une page. Bah, c'est pas naturel en fait. C'est pas du tout naturel. Et là, tu essaies de manipuler l'algorithme. Que tu le fasses exprès ou pas en fait. Mais tu essaies de manipuler l'algorithme. Le bot le voit comme ça en fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle en fait des encres optimisées mais internes. Donc attention aussi à cette variante-là. Pour finir en tool en fait qui fait cette action-là, moi, j'utilise ces deux. Il y a évidemment SEO Observer de Kevin Richard, en fait, qui lui est un outil qui est assez costaud parce qu'il va coupler en fait la data de Majestic et de Ahref et va sortir en fait l'indice le plus puissant possible parce que il découvre les liens avant, il les indexe avant et en fait, tu peux rentrer une requête carrément, c'est-à-dire formation WordPress, voir tes concurrents, voir quels sont leurs liens, quels sont leurs nouveaux liens, et finalement voir quelle action qu'ils sont en train de mener fait que ça marche ou que ça ne marche pas. Imaginons qu'un concurrent sur formation WordPress est 9e et qui a 25 liens. Le lendemain, il fait 4 liens que tu vois en plus et qui passe de 9e à 5e. Eh ben, tu peux te dire que tu peux reproduire ces 4 liens-là. Si l'inverse, en fait, il est 9e, il passe 20e, tu te dis, il ne faut absolument pas que je les fasse. Ouais, Et là, ça d'accord. devient assez facile. Et donc, par reproduire ces liens-là, ça veut dire bah, essayer d'obtenir un lien du même site. Voilà, du même site. Bon, si c'est un site concurrent, bah, essayer de faire un article invité ou peu importe. Si c'est un mec de la sphère WordPress, bah, s'arranger avec lui. Si c'est un site privé, bon, bah là, là t'oublies, quoi, hein. Mais en fait, ça devient beaucoup plus simple. Il y a des moyens de se protéger de ce genre de choses parce que c'est des outils en fait qui sont superbes. Euh, Ça facilite grandement la vie au SEO. Euh, mais quand tu es sur des requêtes concurrentielles, nous, en fait, on cache ce genre de liens. C'est-à-dire que tous les liens qui vont donner de la patate, de la force, et en fait, vraiment ceux qui vont te faire ranker, on va les cacher. Là, je vais rentrer dans un truc qui peut-être va perdre des visiteurs, mais c'est pas grave. Il faut qu'ils le savent. On est sur la En fait, fin, là, donc, ouais. Tu as un site A, en fait, qui est ton money site. C'est ce que j'appelle le money site. On va dire que c'est ce site-là. Ce site-là, c'est celui que tu veux faire ranker. Mais tu ne veux pas, en fait, que les gens voient tes liens dessus. En fait, tu vas faire un site B qui est celui-là, ce qu'on appelle un site satellite. D'accord? Lui, va faire un lien vers lui. Ou alors, va faire une redirection, ce qu'on appelle une redirection 300. Sur ce site-là, en fait, tu vas faire tes liens. D'accord? Donc là, on oublie celui-là. Ça, c'est ton site satellite, tu vas faire tes liens. Et sur ce site-là, en fait, tu vas mettre en place un fichier qui s'appelle le robot.txt, qui va en fait dire le bot de Majestic, le bot de Ahref et tous les autres bots en fait qui suivent nos liens, alors je ne veux pas qu'ils viennent. Et qu'est-ce qui va se passer en fait?
tous les liens qui pointent vers ce site-là, tu dis au bot de ne pas venir les voir. D'accord? Et lui, en fait, fait une redirection 301 vers lui. Et donc, il n'y a aucun lien qui remonte vers lui. Le seul moyen, en fait, de trouver les liens, ça serait de remonter celui-là et de remonter en dessous, en fait. Etc., etc. Parce que tu peux être très malin et en faire 2, 3, 12, 25. D'accord. Et du coup, ça perd pas la qualité du lien initial que Si, tu ça, as. bien sûr que ça en perd. Mais il faut mieux en perdre un petit peu de jus, ce qu'on appelle du jus, et protéger ta source de spot plutôt que ne pas la protéger en fait et de la donner à ton concurrent, tout simplement. Moi, je préfère Ouais. perdre 20% du jus du spot et être seul dessus plutôt que donner 100% à mon concurrent. Ouais, d'accord. Bah, je connaissais pas ce genre de pratique. C'est intéressant. Après, c'est un métier. On le disait tout à l'heure, la rédaction de contenu, c'est un métier. Créer des blogs, poster sur des blogs, c'est un métier. Tout à l'heure, je disais, par exemple, je respectais beaucoup les rédacteurs. Je respecte beaucoup aussi Fred chez nous qui des fois, crée 150 WordPress dans une journée. Quand on a fait un, quand on a fait 10, c'est déjà costaud. Quand on a fait 150 dans une journée, tu te dis, le mec est bon. C'est Euh, sûr. voilà. C'est un métier en fait, hein. C'est comme gérer des rédacteurs. Euh, Tout à l'heure, je te disais qu'un rédacteur, c'est un vrai métier, mais en dessus du rédacteur, il y a un autre métier. C'est la personne qui va, comme chez nous, recevoir en fait les commandes. Ces commandes-là, il faut les traiter. Il faut retourner voir le client. Est-ce que tu veux des mots-clés? Est-ce que tu as un champ sémantique spécifique? Est-ce que tu veux un title? Est-ce que tu veux un H1, etc. Ça, par exemple, chez nous, c'est Marine qui le fait. C'est le métier qui va faire que ton contenu sort bon ou mauvais. C'est pas compliqué. C'est comme si tu vas faire une bague. Cette bague-là, tu la demandes ronde ou tu la demandes ronde avec des diamants, etc. Et en fait, c'est tout ce travail-là qui va faire que Marine fait cette commande-là, la donne à Oriane, Oriane la produit correctement, Fred va la poster et Sandrine pourrait auditer en fait potentiellement ce travail-là. Mm. Et au final, ça crée en fait cette alchimie qui fait que ça fonctionne, quoi. Ouais, c'est juste la C'est des bonne métiers. rédaction d'un cahier des charges, en fait, quand même. Oui, c'est pratiquement du cahier des charges, c'est des allers-retours, c'est de la gestion de l'humain et c'est en fait une osmose entre toutes les personnes qui fait que ça fonctionne. Parce que si tu as un mauvais contenu on-site, tu pars déjà en fait avec un boulet. Si tu en as un bon contenu on-site, tu pars déjà avec un boulet qui est beaucoup moins gros. Il y a Laurent Bourrelli qui a en fait vulgarisé, qui a sortir en fait ce qu'on appelle le cocon sémantique, c'est-à-dire faire des pages en fait de thématiques similaires sur un sujet, les pousser de façon très précise en fait, et tu vas ranker en fait, c'est-à-dire 10e position sur une requête assez costaud. Ce qui veut bien dire que le contenu en fait est surpuissant en SEO. Par contre, le cheminement final, c'est-à-dire passer de cette 10e position à la première position, là c'est le off-site qui va rentrer en compte, quoi. Ouais. Ouais, donc on va dire que le contenu, ça te donne le premier élan, et après, Ouais. les liens, ça Oui, te. mais à l'inverse, tu peux très bien ranker sur des requêtes moyennes et longues traînes avec des sites avec du contenu pourri. Ouais. Peut-être qu'il y a Ce aussi qui veut l'ancienneté dire qui peut jouer. oui. Moi, je pense vraiment que les liens font 70% du job. Ouais, ok. Euh, sur des grosses requêtes, c'est moins vrai. Mais sur des requêtes, on va dire moyenne traîne, longue traîne, tu peux très bien ranker page 1 avec un site qui est, même avec du contenu de bouillie, quoi. Mhm. Après, peut-être que dans le long terme, c'est pas aussi. Oui, mais tout dépend de quelle stratégie tu mets en place. Comme je disais tout à l'heure, quand tu montes 100 WordPress ou 1500 WordPress ou 2000 ou 3000 ou 10 000 WordPress, c'est pas pour faire les mêmes actions. Ou même si tu en montes 10. Mhm. Donc, tout dépend de quelle stratégie tu as. Ok. Non, mais je pense que c'est pas mal. On a fait un bon petit tour là. Ça fait une quarantaine de minutes qu'on discute. Donc, je pense que les gens qui nous écoutent ont une meilleure vision déjà de ce qu'est le contenu dupliqué, de comment créer des liens pour éviter de enfin, pas faire trop de bêtises et puis optimiser au mieux leur site. Mm. Et donc, bah, je pense que s'ils veulent en savoir plus sur toi, ouais, ils peuvent te joindre, te suivre. Ouais. J'ajoute juste une dernière information Ouais, sur le contenu dupliqué, parce qu'on a cité des tools, mais il y a une manipulation en fait qui est très simple. C'est de prendre une partie de son texte à nous-mêmes, le mettre entre côtes, c'est-à-dire entre guillemets touche 3 en fait du Mac ou du PC, et de le jeter dans Google. En fait, c'est-à-dire pas énormément, hein, mais une phrase, deux phrases, trois phrases de temps en temps, les jeter dans Google entre côtes en fait, et entre côtes ça veut dire dis-moi Google quels sont les sites qui utilisent exactement cette phrase-là.
Et en fait, tu peux déjà remonter gratuitement des sources de cette façon-là. C'était juste pour finir, c'est une information qui est gratuite et qui est complémentaire. Un peu Et comme faisaient les profs pour voir si tu avais repompé ta disserte sur le net. pardon. Oui, oui, voilà. Comment on fait en fait pour voir si un résumé en fait de livre, d'une préface en fait est dupliqué en fait, de Wikipédia, etc. Le prof prend ton contenu, le tape entre côtes, le jette dans Google et voit très facilement en fait. C'est pour ça qu'on a créé le spin. Ah, c'est vrai que c'est encore un Ouais, autre. bon, après, on rentre dans un autre sujet, mais le spin, en fait, c'est juste dire, il y a beau, ce mot-là peut se dire joli, charmant, etc. En fait, dans un texte, on va le faire tourner, voilà, pour donner l'information. Et pour me retrouver, en fait, Twitter, Corleone38 avec un K. L'agence, c'est corleone-biz.com. Et puis c'est tout, hein, Ok, voilà. super. Et puis, des fois, tu interviens dans des événements, je Ouais, crois. dans des conférences. Là, on en a organisé un nous vendredi, qui était le Black and White SEO, qui a eu un grand succès, donc je suis bien content. On intervient à Genève, je crois, en mai, et à Toulouse, je ne sais plus quand. Parce que tu es basé où déjà? Nous, on est 1 heure de Lyon, 1 heure de Clermont, 1 heure de Saint-Étienne. Ok, ça marche. Avant, j'étais à Lyon, là, on a déménagé, pour la petite histoire, en fait, tous nos salariés travaillent en télétravail. Ok. C'est important. Ouais, c'est cool, ça permet une certaine liberté, puis Ouais, surtout. de liberté, de cohésion, parce qu'en fait, le fait de travailler sur Skype, tu parles beaucoup plus que si en fait ton salarié est dans un bureau, que tu vas pas le voir toute la journée, etc. Bon, après, on pourra en parler des heures, donc je vais t'aider. Ok. En tout cas, merci Julien d'être venu dans le podcast. Donc, Merci. ouais. Donc, abonnez-vous pour recevoir les prochains épisodes et aussi regarder ceux qui sont déjà publiés. Et donc, allez sur la page, pardon, passonsatable.com/21 pour avoir toutes les infos si vous n'êtes pas sur le blog. Et puis, voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle interview. À bientôt. Salut À Julien. bientôt, merci. Bonne journée. Ciao. Ciao.